Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette table ronde quand l'éphémère se fait durable. J'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Laborde. Vous êtes coprésident de l'ITS et vice-président de l'UNIMEV. Vous nous en direz un petit mot juste après. Pauline Tessèdre, vous êtes directrice de la stratégie chez Galis. Et vous êtes également présidente de la commission de normalisation ISO 20121. Vous nous en direz également un petit mot. Sophie Chenel, vous êtes PDG au sein de l'entreprise Procédé Chenel. Et Brice Demaria, vous êtes président de Open Design. Donc là, je vous ai présenté très très rapidement. Peut-être un petit mot sur vos organisations respectives. On commence avec vous, Fabrice. Alors, je représente ici la profession dans sa grande globalité, celle du design au service de la stratégie, parce que c'est un petit peu ça, hein, c'est l'art appliqué. Donc le design au service de la stratégie de la marque. Et la marque, elle se montre partout. Elle se montre à la télévision, elle se montre sur les salons, elle se montre dans le retail. C'est un peu le sujet que nous avons aujourd'hui, le salon et le retail. Et l'Unimev et le Leeds au sein de l'Unimev représentent l'ensemble des designers de stand et de retail. Très bien. Un petit mot, Pauline, également. Et volontiers, déjà, merci beaucoup pour cette table ronde. Bonjour à toutes et à tous. Je suis directrice de la stratégie du groupe Galis. Donc, groupe Galis, premier groupe d'agences de design en France de stand d'exposition. Et j'ai eu aussi l'occasion de présider la commission française dans le cadre de la révision de la norme ISO 20121 qui a été révisée à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024. Sophie. Moi, je dirige une société familiale qui s'appelle Procédé Chenel. On fait de l'architecture de papier. Ça veut dire qu'on cherche des matériaux pour donner aux designers. Et ce sont les designers qui nous font travailler, qui nous font transformer ces matières. Voilà, on a 129 ans. Très bien. Brice. Bonjour à tous. Moi, je suis le président de la société Open Design. Groupe Open Space, on est spécialisé dans le design de stands et d'espaces événementiels. On a la particularité d'être 100% intégré avec la volonté de rendre durable le plus possible un secteur dans lequel on évolue qui a plutôt l'image d'être éphémère. Voilà pour... Alors, on est sur un salon consacré au retail, donc la question qui se pose, c'est de quelles bonnes pratiques du monde de l'événementiel le retail peut-il s'inspirer pour ses propres opérations ? Je vais commencer avec vous, Sophie. De quelle bonne pratique peut le retail s'inspirer ? Le retail, c'est des quantités de matériel régulièrement pour valoriser les produits. Donc, typiquement, moi, j'officie parfois dans les vitrines. Les vitrines, c'est des rotations en général autour de 6 semaines. Donc ça veut dire beaucoup de matériel, beaucoup de déchets potentiellement. On me sollicite, les marques me sollicitent via leurs designers pour trouver des solutions économiques et environnementales. Donc parfois on me sollicite. J'ai envie de dire que le papier aujourd'hui est quand même à la mode. Il coche pas mal de cases. C'est vrai que c'est des produits qui sont, on peut faire pousser du papier facilement et on peut aussi recycler le papier facilement. Donc on a vu aussi tout un développement de créativité autour du papier et voilà, moi ça me va bien, c'est sûr, c'est un matériau qui marche bien et qui coche certaines cases. D'accord. Brice, même question. Alors, je pense que si on reprend le travail de nos agences de design dans le milieu du stand, on a, au fur et à mesure des années, développé énormément d'expertise sur la réutilisation de ce qu'on fait et de réussir à faire en sorte justement que le secteur dans lequel on évolue soit de plus en plus durable. On a des méthodes de travail, on a énormément de sourcing de fournisseurs tels que toi pour réussir justement à trouver les meilleurs matériaux, les meilleures expériences et faire en sorte que ça soit le plus durable possible. Et puis derrière, il y a vraiment tout ce travail de conception qui, je pense, est assez propre aux agences de design de stand,
qui permettent justement de concevoir des espaces qui soient le plus personnalisés possible, comme disait Fabrice tout à l'heure, pour les marques, parce que l'objectif, c'est de faire en sorte quand même que la marque rayonne. Cependant, derrière, en ayant une conception technique et aussi artistique qui devient durable, réutilisable. Et je pense que sur ce créneau-là, on a dans nos métiers une énorme valeur ajoutée qui n'est pas forcément due seulement à des convictions, mais peut-être aussi un peu par obligation dans nos métiers. Mais en tout cas, voilà. Fabrice, justement. Non, mais en fait, ce que dit Brice et ce que dit Sophie, c'est l'importance du matériau. Mais il faut savoir en fait pourquoi. Le retail a rejoint l'événementiel dans le sens où il est devenu très rapide. Je regarde, pour les plus anciens d'entre nous, on se rappelle tous de la Banque de Paris qui gravait son nom en marbre sur le fronton de ses boutiques et qui est resté 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans. Et aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, au même titre que l'événementiel, on se déplace là où il faut. Aujourd'hui, l'événementiel se déplace en province, là où elle n'était plus, elle y va. Et aujourd'hui, le retail se déplace là où il y a du monde. Centres commerciaux, on en sort, on fait un pop-up, on repart en centre-ville, on sort du centre-ville, etc. Les baux commerciaux précaires, c'est un vrai sujet dans le retail. Hein. Aujourd'hui, c'est 36 mois, c'est passé de 24 mois à 36 mois. Donc ça oblige à être extrêmement intelligent. Et être extrêmement intelligent, ça nous demande à être mobile et ça nous demande à nous, designers et nous, constructeurs, d'utiliser les bons matériaux à bon escient et de savoir faire du reuse avec. Du reuse parce qu'on peut, avec des matériaux, faire d'autres présentations, mais du reuse parce qu'aussi dans les beaux commerciaux ou dans le simple déplacement des pop-up ou des boutiques, on est obligé de prendre des matériaux et les réadapter à une autre géographie. Donc c'est là où le design il devient intelligent, encore plus intelligent qu'il l'était avant. Pauline, même question. Alors, même question, effectivement. C'est vrai qu'on a de nombreuses informations qui ont été dites. Moi, j'aime bien en fait rappeler qu'il n'y a pas forcément de mauvais matériaux, il n'y a que des mauvaises utilisations. C'est qu'en fait, à partir du moment où on est capable de prendre le temps d'expliquer à l'annonceur la démarche RSE qui se cache, qui se met en abîme en fait à travers notre projet, c'est là où tout prend son sens. On peut en fait anticiper l'avant-construction, donc toute la partie matériaux beaucoup plus respectueux, ce que tu fais Sophie. La partie effectivement pendant, quel agencement et quelle stratégie de flux, de gestion des flux va être effectivement examinée sur un espace pendant un temps particulier. Et forcément l'après, donc tous les matériaux qui auront eu une ou plusieurs vies, comment est-ce qu'on les valorise par la suite? Donc tout est une question, encore une fois. J'aime bien dire qu'il n'y a jamais de réponse très claire ou très tranchée. C'est un ensemble qui fait qu'effectivement, on apporte de plus en plus de sens à ce que nous faisons. En préparant cette table ronde, vous m'avez dit tout dépend de comment l'annonceur se positionne par rapport à cette thématique. Absolument. On a la chance, en fait, dans notre filière événementielle, retail, stand, foire, congrès, d'être très engagé et assez précurseur sur ces sujets. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on répond donc à une stratégie d'image, à un média qui est le stand, l'agencement retail. On fait en sorte d'être le plus vertueux possible. On a beaucoup d'entreprises qui ont des certifications ISO, des labels ou tout simplement des démarches très poussées et des partenaires engagés. C'est l'annonceur derrière qui fait tout, en fait, qui va choisir de travailler avec nous ou pas. Donc, si l'annonceur ne nous fait pas confiance, ne nous écoute pas ou tout simplement ne partage pas le même niveau de maturité sur ces sujets, on aura beau effectivement proposer une installation, un agencement qui soit digne de tout respect de l'environnement ou sociétaux, ça ne fonctionnera pas en fait. C'est une boucle. Donc, on a besoin de la confiance des annonceurs, de leur écoute envers l'ensemble des entreprises du secteur. Fabrice. Oui, non, mais Pauline, avec beaucoup d'élégance, explique une chose qui est fondamentale. Il ne faut pas que l'écologie, il ne faut pas que la RSE, il ne faut pas que la reuse, ça soit le problème de l'autre. En fait, en réalité, le reuse, l'écologie, le bon sens, c'est l'affaire de tous, le donneur d'ordre et le prestataire. Et on peut avoir des matériaux formidables s'il y a des mauvaises utilisations, voilà. Mais on peut avoir les meilleures méthodes au monde, les meilleures volontés, ce que nous avons, et les gens qui sont sur cette table ronde plus particulièrement. Si en face l'annonceur n'a pas cette volonté du bon sens, de la réutilisation,
de vouloir travailler sur un projet du long terme en réfléchissant effectivement aux bonnes manières de le faire, alors c'est mort. Alors c'est mort, parce que si on ne change pas nos cahiers des charges, si on ne change pas notre vision, alors si la RSE c'est uniquement l'autre, si ça suffit de se dire je travaille avec quelqu'un qui est RSE, qui est normé, et bien dans ce cas-là, ça sera forcément un échec. Donc c'est pour ça que je dis la réutilisation, la RSE, c'est l'affaire de tous, le donneur d'ordre et les prestataires en face. Brice, une réaction? Beaucoup de choses viennent d'être dites et vous avez fait quasiment le tour. Hein. Mon ressenti là-dessus, il est effectivement énormément lié aux donneurs d'ordre. On le voit au quotidien dans nos projets. S'il n'y a pas cette impulsion et cette capacité de suivre nos engagements, en fait, derrière, c'est compliqué d'aller plus loin. Les problématiques qu'on peut retrouver sur des projets plus responsables ou très responsables, ça dépend où est-ce qu'on met le curseur, va se jouer en réalité à peu près sur 2 points. Le côté budget, c'est est-ce que le donneur d'ordre a la capacité de mettre le budget pour aller chercher des matériaux, des matières, des choses un peu particulières qui ont été recherchées, qui ont nécessité peut-être des années de R&D, et ça c'est normal aussi que ça se paye à un moment donné, ou tout simplement des conceptions, des fabrications un petit peu plus longues qui coûtent aussi un petit peu plus cher derrière. Donc sur la partie matériaux, le côté budget, si le budget n'est pas en face et n'est pas adéquat, ça va être compliqué d'aller chercher ce type de réponse. Et l'autre possibilité, c'est d'aller chercher justement le reuse. Donc, nous, en tant qu'agence, fabricant ou non fabricant, peu importe, mais la capacité de proposer ce type de produit, si en face, il n'y a pas la conscience de dire après tout, pourquoi pas, ça peut être intéressant, ça peut avoir une valeur ajoutée aussi dans ma réflexion globale, marketing, etc. sur ce projet-là. S'il n'y a pas non plus cette volonté-là, à un moment donné, on se retrouve presque un peu bloqué. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas trouver de solution complémentaire à ces deux-là si en face de nous, il n'y a pas l'écoute. Donc voilà, on est une équipe au final avec le donneur d'ordre, il faut qu'on arrive à avancer ensemble. Mon point de vue, c'est aussi, je suis d'accord avec vous, je pense que des salons comme Cbrand donnent des opportunités aux annonceurs de voir des pépites, de développer aussi des liens avec des agences qui ne sont pas one-shot, c'est-à-dire que ce que dit Fabrice, ce que dit Brice, c'est on ne peut pas développer un concept qui tienne la route et qui soit intelligent et pérenne en interrogeant 5 agences, en demandant 5 maquettes. Voilà, c'est des relations pérennes, c'est une éducation, c'est une conviction. S'il y a 5 agences qui bossent sur le même projet, il y en aura 4 perdants. Donc ça veut dire aussi que le prochain coup, elles feront payer ces études aux autres. La déontologie, c'est important. Moi, en ce moment, je retrouve sur les réseaux sociaux mes chantiers avec des produits chinois. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que l'annonceur, il a aussi la possibilité de sourcer des produits de plus en plus. Et c'est une éducation, c'est une éthique. L'annonceur, il a des responsabilités aussi en face de ses clients. Et si c'est bullshit, ça va le savoir à un moment donné. Pas assez vite, mais ça va finir par se savoir. Voilà. Pauline, je vous vois. Vous voulez réagir ? Non, je partage parfaitement ce qui s'est dit. En fait, j'aime beaucoup cette notion d'éthique, de transparence des achats, et je suis parfaitement d'accord avec toi sur le respect de la règle de 3, que l'on entend très souvent, qui d'ailleurs a été l'une des nouveautés inscrites dans la nouvelle norme 2021 révisée, de respecter le délai déjà de 3 semaines, de 3 semaines pour travailler en fait, pour remettre un projet dans le secteur du stand d'exposition, mais également des événements, et aussi la règle des 3 agences qui sont effectivement consultées, et également aussi l'indemnisation des autres. Donc je suis parfaitement d'accord, d'où le fait que j'acquiesce ce que Sophie dit. Ça paraît juste peut-être un petit peu fou ce que Pauline vient de dire sur les délais des 3 semaines, mais il faut quand même savoir que dans nos métiers, des fois on est interrogé sur 1 semaine. Pour remettre aussi un peu c'est une des problématiques. Et on abordait le sujet de la RSE avec le focus sur le côté un peu écologique, mais
Dedans s'inscrit d'ailleurs en priorité les responsabilités sociétales des entreprises et notamment des achats responsables. Et c'est là-dessus où il faut qu'on arrive à avoir la bonne passerelle entre nous tous. Fabrice, vous voulez réagir? Non? Ok. Brice, par rapport à ce que vous disiez, par rapport aux donneurs d'ordre, est-ce que vous constatez des différences entre PME et grands groupes? C'est une question piège. En fait, en réalité, si je prends le cas du groupe Open Space, et je pense qu'on va se rejoindre assez facilement avec le groupe Galis, dans notre métier, on a une chance, c'est qu'on travaille avec tout type d'entreprises, de taille d'entreprise et de clients. On travaille aussi bien avec des toutes petites entreprises qu'avec des grands groupes, des groupes du CAC 40, des groupes étrangers, des groupes français, etc. Donc je pense qu'on a la capacité d'avoir une vision assez large, un panel assez large de ce qui se passe en réalité. Ça reste quelque chose d'assez personnel en fait. C'est-à-dire que quand on s'adresse à certaines PME, clairement, on peut avoir un retour de, écoutez, moi j'ai 15, 20, 30 000 euros de budget, peu importe des surfaces, etc. Moi, votre RSE, je m'en carre un peu. Hein. J'ai un événement, je veux faire un maximum de ROI, je veux que ça soit rentable. Bon, et puis de toute façon, je ferai peut-être pas de stand l'année prochaine, donc la réutilisation, je m'en fous un peu. Et quand on leur explique en plus que la réutilisation, ça nécessite peut-être du stockage, donc des frais aussi liés au stockage, on peut avoir des retours de « voilà, non, surtout pas ». Et à contrario, on va avoir aussi des grands groupes où on imaginerait que notamment des grands groupes d'énergie qui peuvent avoir une très mauvaise image, ou eux, au contraire, ils s'en foutraient totalement, alors que toute leur stratégie d'achat, et pour le coup, je peux en témoigner, est énormément basée là-dessus. Donc, et à l'inverse, des PME très attachées, d'autres grands groupes qui s'en foutent un petit peu. C'est assez disparate. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on observe de plus en plus que dans nos demandes, dans les briefs qu'on reçoit, dans les cahiers des charges, on a de toute façon cette valeur qui est de plus en plus mise en avant, qui nous est demandée. Alors, est-ce qu'elle l'est par conviction ou par nécessité d'accompagnement? Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même une vraie évolution. Fabrice? Oui. En fait, on a rejoint ce que dit Brice, il a raison, on a rejoint au bon sens en fait. Quand la décision est menée par le bon sens, que ce soit au sein d'une PME ou que ce soit au sein d'un grand groupe, on aboutit forcément à un travail qui est efficace pour la nature. Mais le bon sens, on ne l'a pas toujours partout. Voilà. Alors c'est vrai que certains grands groupes peuvent avoir cela dans leurs achats et des PME ne pas l'avoir. Mais c'est le bon sens qui doit primer, hein, dans tous les sens. Alors, quelles sont les principales innovations qu'on peut mettre en avant justement dans cette partie événementielle? Sophie, je crois que vous en avez quelques-unes à nous partager. J'ai un catalogue d'innovations. Alors, quelques exemples. Ouais, quelques exemples. La moquette en chanvre. Ouais. Vous avez tous vu dans les allées des moquettes hyper belles, ultra colorées, et qui sont du polyéthylène et qui vont être enfouies après 3 jours d'utilisation. Donc ça correspond à des millions de mètres carrés en France, davantage en Europe, etc. etc. Donc moi j'ai rencontré récemment un ingénieur qui thermolasse avec du jet d'eau des fibres de chanvre. Donc c'est 100% végétal. Et ça fait une moquette. Alors, elle n'est pas rose, elle n'est pas bleue, elle n'est pas jaune, mais c'est une moquette qui participe du souci de l'écologie. Si on a vraiment besoin d'une moquette sur un stand, on peut penser à ça. C'est un usage, on le retourne une deuxième fois, donc ça fait 2 usages. Et quand on n'en a plus besoin, on le laisse dans le jardin et c'est compostable. C'est du chanvre. Mais c'est vrai que sur un parc d'expo, il est parfois utile d'avoir des moquettes parce que vous avez des trappes de fluide et ces trappes, si vous les cachez pas, elles sont très nauséabondes dans tout le parc, même si voilà, c'est comme ça. Donc parfois on a obligation. Certaines personnes vont vous dire mais il faut pas mettre de moquette, c'est complètement fou. Mais bon voilà, l'usage parfois nécessite d'avoir une moquette. Bon, ça c'est une de nos innovations récentes
qui me plaît. Moi, par rapport à votre question précédente, plutôt les grandes entreprises ou plutôt les PME, moi j'ai une chance inouïe. Je passe au-delà de cette dimension, je ne travaille qu'avec des créateurs. Et les créateurs, quand vous leur parlez de ça, quelle que soit l'entité dans laquelle ils sont, ils ont des étoiles dans les yeux. Alors oui, il y a des budgets, mais le design, c'est une éducation, c'est une sincérité, et c'est je ne vais pas dire une religion, parce qu'on n'a pas le droit, mais c'est quand même l'amélioration constante. Alors, c'est du bon sens, voilà. Ce que disait Fabrice, ouais, effectivement, le bon sens. Peut-être d'autres innovations à nous partager? Oui, on utilise du lin maintenant. On utilise un papier de chanvre aussi. C'est-à-dire qu'on a des matières biosourcées qu'on peut utiliser comme ça. Ça fait, voilà, ça se fabrique facilement avec du lin et du chanvre parce que c'est des plantes qui ne nécessitent pas trop de pesticides, qui sont aussi produites en France en quantité. Donc voilà, c'est des plantes, hein, donc ça marche bien, plutôt que d'utiliser du composite. Et comme nous, toute notre, on va dire, moi depuis 30 ans, je vends du composite. Cellulose, polyester, fibre de verre. Et donc j'ai un petit peu balayé devant ma porte, j'ai trouvé un système de recyclage de ce composite. Mais si je devais m'en passer demain, ça serait compliqué. Voilà. Donc on fait ça petit à petit, la substitution de matériaux biosourcés. Encore d'autres innovations en stock? Oui, on a élaboré un système de stand en carton, enfin en mandrin de carton, comme Shigeru Ban, qui est un architecte japonais très connu pour ses architectures d'urgence. Après des tremblements de terre, il peut vous construire un village en très peu de temps. Voilà, on s'est inspiré de ce système et on a utilisé des mandrins de moquette et des connecteurs en bois qu'on a dessinés et qui nous permettent de faire un stand réutilisable. Voilà. Donc c'est un peu c'est low-tech et puis c'est des matériaux également biosourcés, voilà, qu'on peut refaire pousser. C'est du carton, c'est du papier. Le papier, c'est de la cellulose. La cellulose, ça repousse. C'est pas des produits du pétrole, en fait. C'est pas issu de ressources limitées. Pauline? Alors moi, pour moi, la partie innovation dans cette thématique, quand l'éphémère se fait durable, moi, je vais plutôt parler de notions de mesure, d'impact et d'héritage. De mesure d'abord parce que la filière a œuvré collectivement pour créer un outil d'empreinte carbone qui s'appelle Clio Carbone, qui a été créé par Unimev, l'Union des métiers de l'événementiel, qui nous permet effectivement de mesurer l'impact de nos métiers. Ce qui ne se mesure pas aujourd'hui n'existe pas, et c'est grâce à ces données où on apprend tous effectivement, encore une fois, à monter en maturité sur ces sujets, parce que c'est relativement nouveau pour nous. Donc la mesure, l'impact forcément, l'impact territorial, sociétal de nos actions, des choix que nous faisons par le choix des matériaux, par le choix des prestataires et des annonceurs du coup qui nous font confiance. Et cette notion d'héritage, quelle va être l'empreinte derrière, moyen, long, court terme. C'est très important en fait d'avoir ce cadre dans tout ce que nous faisons et dans l'ensemble des entreprises, qu'on soit PME, TPME ou grands groupes. Donc, pour moi, effectivement, l'innovation va pas forcément être dans le produit, mais dans l'utilisation et dans la projection et la mesure. Donc, l'Unimev a été cité, Fabrice? Oui. Unimev est très très fier de cet outil carbone qui est le premier en France et qui, entre la norme 2121 que préside Pauline et l'outil carbone, on est passé de l'intention à la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on mesure. Mais je voudrais parler d'un sujet qui est quand même assez important autour de ce qui nous réunit, qui est effectivement sauvegarder la nature et moins consommer. Et je voudrais surtout rassembler dans un même cercle et le retail
et l'événementiel, et les foires et salons, et les centres-villes, et les centres commerciaux, et effectivement les congrès. Pourquoi? Parce que dans l'acte d'achat, ou dans l'acte d'aller sur un salon, ce qui consomme énormément de CO2, ce qui consomme énormément de carbone, dans les deux cas, c'est le transport. C'est 70% le transport de notre consommation. Alors on parle de matériaux, et on a dessus des innovations qui sont très fortes, on parle de reuse, et là-dessus Brice a tout à fait raison, mais néanmoins, que ce soit pour aller faire nos courses, ou que ce soit pour aller sur un salon comme aujourd'hui, 70% de la consommation carbone est due par le transport. Et sur ce point-là, je voudrais raconter à quel point on n'a pas de chiffres sur le retail en centre-ville. On a des chiffres, par exemple, sur les foires et salons, qui sont des chiffres emmenés par l'UFI, qui est l'Organisation mondiale des foires et salons. Sur une foire et salon, vous voyez 13 personnes en y venant une fois. Sur les foires et salons, vous évitez 1,66 voyages en avion. C'est-à-dire que à la place de voir les 13 personnes, vous devriez aller voir 13 fois les gens. Quand vous commandez sur Amazon 13 produits, vous faites venir 13 livreurs chez vous. D'accord. Quand vous allez en centre-ville pour acheter 13 produits, vous vous déplacez qu'une seule fois. Le bon sens, il est là. Vous pourrez avoir toutes les innovations du monde, faire toutes les mesures que vous voudrez, prendre tous les matériaux, utiliser tous les plastiques que vous ne voulez pas. Si vous continuez à effectivement faire venir 13 livreurs, au lieu d'aller en centre-ville acheter vos 13 achats, ou aller en centre commerciaux, ou aller dans une foire et salon pour aller voir les gens, alors tous les efforts qu'on pourrait faire, tous les reuse, tous les matériaux qu'on pourra faire, sera une goutte d'eau dans l'eau parce que ça ne servira à rien. Et ça, c'est un sujet. Et il faut qu'on communique là-dessus. Parce que c'est vrai, l'IA, quand vous posez une question, c'est 40 ordinateurs pendant 1 heure. C'est inouï. Un mail avec une pièce jointe normale, c'est une ampoule pendant 1 heure. Et on croit que le numérique est quelque chose de très écologique, Amazon, etc. Mais pas du tout. Pas du tout. Je n'ai rien contre eux, absolument rien, bien sûr. C'est dans le monde économique et ça nous sert. Mais il faut arrêter de penser que tout ça est quelque chose d'écologique. Voilà. Le centre-ville, le bon sens. On a démarré dans les foires et salons avec effectivement les foires de Champagne. Les commerces ont démarré avec le marché. Et bien, vous voyez, 2000 ans après, ça existe toujours. Et je pense qu'il faut rester là-dessus. Brice, je me tourne vers vous avec cette question innovation. Vous, du coup, l'innovation, elle se traduit comment? Je pense qu'aujourd'hui, la meilleure innovation qu'on peut avoir, outre ce qui a été dit déjà, notamment sur les matériaux et toute la R&D qui est développée derrière, alors je ne vais pas reprendre la notion de bon sens que Fabrice a déjà dit, mais je pense que la meilleure innovation qu'on peut avoir, nous, dans nos métiers, c'est l'agilité. Puisque c'est ce qui va permettre justement d'aller trouver des solutions. Là, depuis tout à l'heure, je vous écoutais tous et je regardais ce qu'il y avait autour de nous au niveau des stands. Quand on n'est pas dans ce métier-là, on ne se rend pas compte, mais faut imaginer que le spot que vous voyez là, ça fait peut-être 100 fois qu'il sort. Le comptoir, non mais ça dépend quand est-ce qu'il a été acheté. Mais tous ces outils-là dans l'événementiel, tout ce que vous voyez, tout ce qu'on utilise, il y a une notion de réutilisation qui est colossale. Et ça, c'est l'agilité de nous tous qui permet de le mettre en avant. Et je rebondis sur le logiciel Cléo. On a beaucoup travaillé dessus. Alors moi, pas directement dessus, mais en tout cas, je l'ai utilisé, on l'a testé, on a regardé. C'est incroyable la force de la réutilisation sur notre empreinte carbone. Je le compare un petit peu en comptabilité à l'amortissement. En fait, quand on utilise les choses, quand on réutilise les choses, c'est comme si on amortissait notre empreinte carbone. Et aujourd'hui, avec la performance de ce logiciel et qu'on arrive à rentrer l'ensemble des données qui correspondent à la fabrication, à la production, à la réflexion du stand, puisqu'aujourd'hui le logiciel permet notamment, en termes d'utilisation, de positionner le nombre de jours travaillés, ce que ça impacte derrière aussi le fait qu'on travaille derrière un ordinateur, chez soi, etc. Derrière, ça nous donne une notation sur l'empreinte carbone. Et dès que vous précisez qu'il y a un maximum de choses qui est réutilisé sur X fois, etc., donc là, on donne les coefs qu'on souhaite donner. Il y a une diminution qui est du coup mathématique. C'est colossal. Le moindre élément qu'on peut réutiliser
a un impact colossal sur le reste. Et pour le coup, quand il y a le transport qui reste un impact et qui du coup reste nécessaire, et ben derrière, on peut quand même maîtriser le reste de l'empreinte. Il faut malgré tout être formé à ces concepts-là. Là, on parle un peu d'ACV, d'empreinte carbone globale. C'est quand même une question de formation. Comment vous voyez les choses? Est-ce que les choses vont dans le bon sens en termes de formation? Oui, automatiquement. Maintenant, on en est qu'au tout début. Je veux dire, on parle de solutions qui ont à peine un an. Donc au final, nous, dans nos secteurs d'activité, à 80-90%, j'ai envie de dire, on se retrouve tous investis avec la même envie. Et au final, on s'auto-forme. L'Unimev accompagne là-dessus, sur les formations aussi. Et c'est ce qui va nous permettre tous, à un moment donné, justement, d'être le plus performant là-dessus. Et là-dessus, je trouve que les jeunes générations ont un impact, sont ultra moteurs pour aussi nos entreprises. Ce qui ne veut pas dire que, sous prétexte qu'on est d'une ancienne génération, on n'a pas du tout cette vision et cette envie-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les jeunes générations sont énormément impulsantes là-dessus. Pauline, on a parlé de la formation également quand on a préparé cette table ronde. Vous voulez rajouter quelque chose? Moi aussi, ma réponse est oui. On va effectivement dans le bon sens. À partir du moment où ces valeurs, elles sont tout simplement partagées et portées par des générations qui arrivent sur le marché du travail et aussi en fait portées par des enjeux sociétaux. 2025 maintenant, c'est une raison d'être pour tout le monde en fait de véhiculer toutes ces images et de se poser la question en fait de ce que nous faisons dans notre vie privée, tout comme professionnelle, et de regarder autour de soi effectivement l'amélioration continue, où elle part, où elle se termine, et surtout d'être assez indulgent avec soi-même et avec les autres. Tout le monde n'a pas, encore une fois, les mêmes niveaux de maturité, et c'est OK, tout simplement. Voilà, faut prendre le temps d'en discuter, de se sourcer et de se dire que tant que toutes ces démarches, elles sont volontaires, donc tant qu'on a envie, on ne peut qu'y arriver. Donc oui, on va vraiment dans le bon sens. Fabrice? Oui, je crois que tout a été dit. Moi, j'ai une phrase que j'ai piquée à un homme politique, mais qui est assez logique, on ne mange pas de cerises en hiver. D'abord parce qu'elles ne sont pas bonnes, mais surtout parce qu'elles mettent 8 heures en avion pour venir jusqu'à nous. Bon, et je pense que la formation, c'est revenir effectivement à cela. On mange local et on consomme local. Cela étant, le levier réglementaire peut permettre d'accélérer un peu les choses, d'accompagner les entreprises dans leur réflexion. Est-ce que vous pouvez nous redire les grands principes de la norme ISO 20121? Absolument. Alors la norme ISO 20121, comme j'ai assisté à une table ronde précédemment sur les labels dans le monde du retail, à qui profite le plus finalement. Là, je vais vous parler avec ma casquette de présidente de la commission de normalisation 20121. Alors, c'est tout simplement une norme. C'est un document qui est composé de beaucoup de pages, qui se veut effectivement accessible et disponible pour que n'importe quelle taille d'entreprise. Alors, elle est vraiment dédiée au secteur de l'événementiel. C'est une norme internationale. Donc, dans le monde, sur les 250 entreprises qui sont certifiées 20121, la moitié sont françaises. Donc on n'a pas à rougir de ce savoir-faire français. C'est pas pour rien non plus qu'elle a été créée en 2012 à l'occasion des Jeux Olympiques de Londres, révisée pour Paris. Donc Paris, effectivement, la France en tout cas, positionne sur ce document international ses lettres de noblesse en prouvant que sur des chapitres comme les achats responsables, les compétitions éthiques, la communication, le partenariat responsable également, la formation, l'inclusion, l'héritage, toutes ces valeurs en fait doivent rentrer dans le périmètre du système de management d'une entreprise, que l'on soit loueur de mobilier ou agenceur retail. On doit effectivement appliquer en fait ce cadre. Donc encore une fois, on peut choisir de tendre vers la certification ou non. Rien n'empêche de s'inspirer de ces chapitres qui sont exposés et qui bien sûr font l'objet
d'un audit. Donc voilà, un auditeur se rend pour s'assurer que les différents chapitres de la norme sont couverts. Il y a également des annexes qui aident à se projeter en montrant des applications concrètes de tous ces engagements. Donc moi j'aime dire que c'est un tuto de dédiaboliser un petit peu le mot ISO, où on peut croire qu'on en est très loin, que ça ne s'applique pas chez soi, où on n'a pas les personnes nécessaires ou le temps. C'est tout simplement un tuto, un guide, des bonnes pratiques qui peuvent s'appliquer avec des objectifs encore moyen, court, long terme, des indicateurs de performance à suivre, mais comme plein d'autres certifications ou précédemment aussi la CSRD. Enfin, voilà, toutes ces réglementations qui, j'imagine, vous parlent à toutes et à tous. L'événementiel, en tout cas à la sienne, qui est la 2021. Le réglementaire a un vrai levier, Fabrice? Alors, à titre de la profession, oui, à titre professionnel aussi. Je pense que si vous prenez la norme comme quelque chose d'intelligent, vous arrivez à gagner de l'argent avec. C'est important, quand je dis ça, c'est ma parole en tant que chef d'entreprise. C'est-à-dire quand vous réfléchissez très très bien à la façon de vous réorganiser autour des tutos, comme elle disait, ça devient un tuto, ça devient presque un jeu, et effectivement, vous arrivez à trouver des sources d'économie, d'écologie et d'économie. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, si on finit sur la profession de l'événementiel, qui est très proche du retail, parce que nous, on parle de design événementiel, hein, c'est un sujet qui est proche, mais le métier de l'événementiel a été le premier, effectivement, à s'engager très fortement dans la norme vers 121 en 2012, et la France, comme tu le disais, c'est 50% des normés. Le deuxième sujet, c'est qu'on est la première profession, non pas la première, on est une des rares, des 10 professions dans le monde, en France, pardon, à avoir créé un outil carbone qui mesure notre impact, ça c'est bien. Et puis, on fait partie des 5 filières, pourtant on n'est pas une des plus grosses filières, mais comme l'industrie automobile, etc., à avoir signé un engagement de croissance verte. Et je terminerai mon propos, si on devait terminer sur celui-là, parce que l'engagement de croissance verte, qui est une diminution des déchets, donc c'est important, donc de la reuse forcément, c'est pas un engagement de décroissance. Hein, c'est un engagement de croissance verte, c'est-à-dire c'est pas au détriment de l'emploi, au détriment de l'animation des territoires, au détriment de notre économie. C'est un engagement de croissance effectivement beaucoup plus intelligent. Ça va avec les tutos et ça va avec le reuse et les matériaux. On va prendre des questions dans le public, mais Brice et Sophie, je voulais vous faire réagir sur cette question réglementaire. Un vrai levier ou pas? Qui se lance? Un vrai levier, moi je suis une PME, donc je ne me suis pas lancée dans la certification 2021. Mes produits parlent d'eux-mêmes. En revanche, je me suis lancée dans l'ACV ouais. de mon matériau phare. Avec un gros budget à la clé. Hein, ouais. Gros budget. Vous communiquez sur ce budget ou pas? 40 000. 40 000 euros. Pour une PME. Avec une prise en charge de l'ADEME. Donc il y a aussi des moyens de se faire aider, très clairement. Et ça va me donner un chiffre dans un tableau qui est comparable. En fait, tout est dans la mesure. Et il faut aider la mesure. Voilà, Cléo, c'est aussi un moyen de mesurer en comparaison et de faire mieux. En fait, c'est des process d'amélioration constants. Donc, j'ai pas encore ma note parce que c'est pas tout à fait finalisé, mais voilà, j'ai fait mon job. 40 000 euros pour l'ACV de votre produit, qu'est-ce que vous en attendez? J'en attends une avancée commerciale par rapport à d'éventuels produits concurrents et surtout un éclairage, c'est ça qui est intéressant. On arrête de jouer, on regarde un peu, on enlève les masques, on discute. Et un éclairage, c'est une façon de réfléchir différemment aussi. Bon, voilà, j'en attends pas mal de choses, on verra. Et donc, si vous l'avez fait, c'est que vous avez l'intime conviction que vous allez avoir du répondant en face. J'espère, oui, je pense. Ouais. Mais tout vient, in fine, du consommateur et des jeunes qui nous entourent, des jeunes diplômés qui aujourd'hui ont des exigences. Voilà, il y a un compte à rebours quand même, donc il faut être sérieux maintenant. Brice? Je vais pouvoir parler seulement de ce que je connais, bien sûr, de ce que je maîtrise, en l'occurrence la norme 2121, qui est la norme
la norme ISO internationale liée à l'événementiel. Nous, ça fait depuis 2020 qu'on est certifié. Alors je vais être un petit peu plus court parce que Pauline en a dit déjà beaucoup et elle le maîtrise parfaitement. Mais nous, on l'a fait. En réalité, on l'a fait pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en était. Et avec l'espoir que, au final, ce qu'on faisait, c'était peut-être pas si mal que ça, et que quelqu'un était capable de nous le dire. Et au final, c'est exactement ce qui s'est passé. On s'est rendu compte qu'on était plutôt presque en avance là-dessus. Et ce qui est intéressant sur cette norme, c'est qu'en fait, elle valorise les engagements qu'on a. On n'est pas sur une notation. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. On est plutôt sur un accompagnement. D'ailleurs, tout se base sur l'évolution de nos engagements, un peu comme une sorte de contrôle continu. Et c'est nous-mêmes qui nous fixons des objectifs, qui les expliquons, qui les justifions, et ensuite, petit à petit, on avance. Et surtout, les objectifs qu'on fixe doivent être obligatoirement mesurables. Parce que c'est trop facile de dire, moi, dans mes objectifs, je vais être plus responsable. Ça va pas mener grand-chose. En l'occurrence, si on explique que dans nos objectifs, on souhaite se décarboner de temps, grâce notamment à Cléo, on peut avoir une base et on peut expliquer quelles vont être les tendances de nos stands d'une année à une autre et qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution. Si on veut donner des données sur les quantités de production un petit peu plus durables ou pas, la réutilisation ou pas, on est capable de donner des mètres carrés, des mètres linéaires, on est capable d'avoir pas mal de données. En tout cas, il faut que ça soit quelque chose de clair en termes de données et comparable d'une année à une autre. Donc nous, voilà, on est vraiment là-dessus. Et on l'a fait purement au début pour savoir comment on était positionné et savoir comment on pouvait nous accompagner pour aller encore beaucoup plus loin. Juste avec cette mission-là. Et aujourd'hui, je rejoins quand même un petit peu ce que disait Fabrice, c'est qu'aujourd'hui, ça rapporte quand même un peu de business. Ce n'était pas l'objectif de base, mais aujourd'hui, quand on a la capacité, et en l'occurrence beaucoup plus, si je reviens à une des premières questions, entre les groupes, les grands groupes, les PME, là, beaucoup plus pour les grands groupes, ça représente réellement quelque chose aujourd'hui. Quand on dit qu'on est certifié, qu'on a des engagements et qu'on est capable de les expliquer et qu'après on raconte tout le storytelling qu'il y a autour de tout ça, ça offre quand même une vraie valeur ajoutée dans le choix, je pense, de nos sociétés sur certains marchés. Très bien, on va passer aux questions du public s'il y en a. Oui, madame. Bonjour, déjà merci beaucoup, c'était très intéressant. Nous, on est une agence de communication, on est fraîchement normé du coup ISO 121. J'ai une question du coup par rapport aux outils de mesure. En fait, on se rend compte que quand on fait des recommandations aux clients, entre une solution RSE et une solution non RSE, s'il n'y a pas de changement de budget, ils prendront la solution RSE, évidemment. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de leur proposer la solution RSE avec de la visibilité. En leur disant, par exemple, là, on est capable de calculer le bilan carbone de l'événement qu'on vous propose. Et ce bilan-là, vous pouvez le mettre sur vos réseaux sociaux, vous pouvez communiquer dessus. Ma question étant, est-ce qu'il y a des outils qui nous permettent aujourd'hui de calculer ça, et en tout cas de le donner à nos clients pour qu'ils communiquent dessus? Alors oui, il y a un outil, l'outil de la profession qui s'appelle Cléo Carbone. C'est ça, qui est un outil accessible sur abonnement. Et voilà, et qui permet effectivement de mesurer l'empreinte carbone ou l'impact carbone, c'est-à-dire soit avant, soit après. Hein. C'est-à-dire en prévision. Ah, de tout, oui, bien sûr. De tout ce qui est retail événementiel. Enfin, il y a quand même dedans, à l'intérieur, beaucoup de curseurs. Donc, il est sur le site de l'Unimev, voilà. Et il est accessible pour les membres et les non-membres. Ouais. Accessible à tous, donc. Voilà. Ouais, très bien, merci. Une autre question? Ah, madame, oui. Vous parliez d'annonceurs au départ de mon interview. Je voulais savoir, j'ai deux questions en une. Quelles sont les raisons pour lesquelles les annonceurs sont de moins en moins engagés dans les démarches? Et qu'est-ce qui pourrait faire qu'ils le soient plus? Vous parliez d'éducation, mais comment les amener
à être encore plus engagés dans cette démarche. Oui. Alors, sur le premier élément, je ne pense pas qu'ils soient de moins en moins engagés. Soit ils ne le sont pas dès le départ et ça ne changera pas, soit ils ne l'étaient pas et ils le deviennent, soit ils l'étaient déjà beaucoup et ils vont continuer à l'être. Sur le fait de pouvoir les accompagner, enfin, sur leur évolution là-dessus, je pense que toutes les obligations administratives, légales que nos donneurs d'ordre peuvent rencontrer petit à petit, en fait, deviennent clairement un élément qui les oblige à intégrer cette réflexion dans leur cahier des charges, dans leur brief. Et donc, du coup, à nous, sous-traitants, agences, prestataires, accompagnateurs, peu importe, de réussir à les accompagner et à trouver les meilleures solutions possibles. Peut-être tu veux. Alors, merci pour votre question parce que je pense qu'elle résume toute la volonté. C'est ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire que si c'est pas un travail entre l'agence, le prestataire et le donneur d'ordre, voilà. Si la RSE c'est l'autre, c'est mort. Et c'est vrai qu'il a raison, Brice. Les clients, les donneurs d'ordre n'ont pas cette volonté de diminuer. Mais, et comme vous disiez très justement, alors vous disiez à RSE égale, ils prennent la RSE. Moi, je dirais, voilà, si c'est plus cher, ils prennent le moins cher, c'est-à-dire la non-RSE. Je pense que c'est une question de bon sens, c'est-à-dire de cette volonté de vouloir s'intégrer et s'engager, non pas dans de la norme, mais dans de la réalité. Et c'est pour ça que l'outil Cléo Carbone, enfin, la mesure carbone, il n'y a pas que l'outil, la mesure carbone par rapport à la norme RSE, on passe de la volonté à la réalité. On mesure, puisque, en fait, si vous connaissez l'impact, c'est sur 5 ans, on dit ce qui avait une valeur 100 aujourd'hui en mesure carbone aura une valeur 70 dans 5 ans. Donc c'est une trajectoire, hein. On ne dit pas que 100 c'est mauvais, c'est bien, c'est pas bien, on ne dit pas que ce que vous faites c'est pas bien, on dit pour faire la même chose, dans 5 ans on sera plus économe. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'aux donneurs d'ordre, il faut leur dire deux choses. Soit ils ont l'argent pour se payer une version RSE qui est forcément plus chère, il faut se dire les choses comme elles sont, soit ils ont le temps. Parce que quand on n'a pas l'argent, on a le temps. Et ça, c'est important. Si on se donne ni le temps ni l'argent, alors on fera rien. Si on n'a pas d'argent, on se donne le temps. On se dit, ben, on va travailler sur 3 ans, on va travailler sur 4 ans, on va travailler à la même agence sur 3 ans. Vous voyez, on part comme ça et on va trouver les moyens d'économie, de reuse, de matériaux. Si on n'a pas l'argent, on a le temps. Si on n'a ni l'un ni l'autre, c'est mort. Pauline. Quand on a le temps, on va à pied. Quand on n'a pas le temps, on va en avion. Oui, moi je voulais rebondir. Déjà, merci beaucoup pour ces deux questions. Moi, je pense aussi qu'il y a une question de transparence des objectifs communs. Les annonceurs, on va être, peu importe la taille de l'entreprise, on va être face à des décideurs qui sont aujourd'hui, qui ont des profils très différents. On a le service achat, service marketing, commerciaux, communication. Et souvent, ces services-là, dans des entreprises, ne se parlent pas forcément ou n'ont pas rédigé le cahier des charges ensemble. Donc, on va passer les différentes étapes de la compétition. Donc, on va effectivement être interrogé au départ par le service communication. Ensuite, le marketing va nous recevoir en soutenance. Les achats trancheront et parfois, ils auront chacun leur scope en fonction de leur fonction. Et c'est pour ça que nous, au milieu, on essaye d'être ce trait d'union pour ces sujets-là. Les RSE, ils sont censés être partagés par tout le monde. Je pense que les métiers qu'on a vus émerger de responsables RSE, c'est chouette, mais à l'avenir, ça doit être éclaté dans tous les services et c'est ce qui ramène la balle au centre. Donc c'est pour ça qu'on y vient. Il y a des changements qui se font effectivement sociétaux où ces profils se croisent et lorsqu'il y aura de la communication et des objectifs communs, là, nous, on serait effectivement challengés sur des idées claires qui seront portées par les différents profils qui décident. Allez, le mot de conclusion pour Brice. Juste rebondis sur la partie budget, qui est à mon sens quand même important. Effectivement, aujourd'hui, c'est quand même, je pense, à 60, je suis gentil, peut-être 70, voire 80% la motivation première du donneur d'ordre. Il faut arrêter de penser qu'un projet, entre guillemets, respectueux, plus respectueux, avec une plus faible empreinte carbone ou peu importe, coûte forcément plus cher. Justement, par le biais de la réutilisation, alors que dans ce cas-là d'ailleurs, mais
vous allez avoir aussi un impact prix qui peut être colossal. Après, tout dépend du jeu que l'agence veut avoir. Soit ça devient un vecteur de marge complémentaire, soit au contraire, l'idée c'est de pouvoir en faire bénéficier l'ensemble de la clientèle en disant attendez, en réutilisant les choses, vous allez pouvoir bénéficier d'une optimisation de budget qui peut être plus ou moins importante, ça dépend du projet et de ce qu'on rentre dedans. Mais comme quoi, en étant, je reviens, agile et en réfléchissant sur cette problématique-là, on peut en plus apporter une vraie solution budgétaire. Donc autant essayer de se positionner là-dessus. Allez, le mot de la fin, vraiment le mot de la fin pour Sophie. Ah, moi, je ne suis pas dans le reuse, moi, je suis dans le one-shot. Mais je suis dans la légèreté et ça aussi, c'est un impact carbone. Très bien. Merci à vous quatre pour vos inputs et on peut vous applaudir effectivement.